Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Ile-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Des jeunes humoristes de Montreuil se sont mesurés aux professionnels lors du festival Montreuil Comédie, une grande première pour une soirée stand-up de qualité. Le marché des peintres de Rueil-Malmaison commence la saison en ouvrant ses portes aux artistes sculpteurs. Un mélange réussi qui sera renouvelé. 3 jeunes illustrateurs talentueux invités au salon de la BD d'Auvers-sur-Oise, une occasion de se faire connaître des professionnels et des passionnés. La tannerie de Lagny-sur-Marne abrite de nombreux artistes, ébénistes, peintres ou photographes. Ils ont ouvert leurs ateliers à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Les trésors archéologiques des environs de Roissy n'auront plus de secret pour vous si vous allez visiter le musée Arkea qui se trouve à Louvre. La comédienne Julie Galibert partage son temps entre le théâtre et la télévision. Elle nous présente aujourd'hui son nouveau spectacle. Et bien sûr, nous terminerons par de nouvelles idées de sortie. Il s'est passé plein de choses ce week-end en Ile-de-France. On commence cette édition en Seine-Saint-Denis où s'est tenue la 3e édition du Montreuil Comédie ce samedi 31 mars dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Une programmation d'humoristes de qualité et une première partie consacrée à de jeunes artistes montreuillois. Une soirée stand-up mêlant humour et musique pour un public tout sourire. Retour en images avec Sarella Torres de TVM Est Parisien. Ambiance très festive à l'Hôtel de Ville de Montreuil. Samedi 31 mars, l'humour était à l'honneur à l'occasion du Montreuil Comedy Show. Pour sa 3e édition, jeunes talents et professionnels ont choisi de vous faire rire sur leurs propres origines ou sur leurs mésaventures. 18 ans ou pas, mes parents veulent toujours pas me laisser sortir. Je suis allée voir ma mère, je lui dis « Hé maman, mais moi quand t'avais mon âge, tu m'avais avec moi ?» Elle m'a dit « Bah alors, tu comprends pourquoi je veux pas te laisser sortir ?» Parmi les jeunes talents, Fatou et Mathéo, 2 Montreuillois qui, malgré un léger stress, suivent à grands pas leurs aînés. Je sais pas si je suis marrant ou pas, je dirais plutôt comique. Enfin, je suis censé faire rire les gens. Pour ce soir, ça va. Parce que dans la vie d'habitude et sur scène, ça va être un petit peu la même chose. Je suis complètement taré, donc ça va. Donc on a préparé un sketch là où j'arrive, je parle de ce que je commence par dire ce dont je ne peux pas parler. Ça fait vraiment plaisir de venir jouer là, Abdel est très sympa, voilà, il m'a dit de venir, j'ai dit oui. Le Montreuil Comedy Show a accueilli quelques 600 personnes selon le service municipal de la jeunesse, organisateur de l'événement. Un public qui semble conquis par ces humoristes. J'ai très apprécié tout ce qui est passé, quoi. C'était drôle et il y a des jeunes talents qui promettent, mais comme on dit, j'ai kiffé, voilà. Le spectacle est magnifique, on a bien ri, les jeunes sont très motivés et tout va très bien, c'est très bien. Très bonne soirée. Direction les Hauts-de-Seine pour la 22e édition du marché des peintres de Rueil-Malmaison qui s'est déroulé ce dimanche 1er avril en centre-ville. Il est organisé par le service des affaires culturelles de la commune qui cette année a décidé d'ouvrir également ses portes aux sculpteurs. 66 artistes étaient présents, parmi eux 5 sculpteurs. Pascal Andrieux de Rueil TV nous en dit plus. Quelques bruits de marteau et de burin sur la pierre. Dimanche 1er avril, les visiteurs venus découvrir le premier marché des peintres de l'année ont eu une surprise. Les sculpteurs étaient en train de tailler des blocs de roche. On n'a pas l'habitude de voir des gens faire, surtout pour la sculpture, en direct. On a souvent l'état final. Et là, c'est bien de discuter un peu pour voir en amont comment ça se réalise. La municipalité de Rueil-Malmaison vient d'ouvrir le marché des peintres à une autre forme d'art, la sculpture. À Rueil-Malmaison, on s'attache beaucoup à faire découvrir les artistes. Les artistes peintres du marché des peintres commencent à avoir une certaine notoriété dans notre ville. Et je suis sûr que progressivement, les artistes sculpteurs vont se faire un nom dans la ville. Se faire un nom, ce n'est pas un problème pour Chris Pelagie, qui produit des sculptures depuis 12 ans.
Pour elle, l'important est d'avoir un lieu de rencontre avec son public. Cette ville, il y a quelque chose qui bat, il y a un cœur, voilà. Puis il y a surtout le soutien de tous ces gens qui m'ont vu sculpter à mes débuts et qui sont là pour m'encourager, même s'ils ne vont pas m'acheter une pièce aujourd'hui, ils sont là pour m'encourager, pour aller beaucoup plus loin et je trouve que c'est beau, c'est ça qui est le plus beau. Pour Chris Pelagi, qui vit aujourd'hui au RSA, ce marché est une opportunité pour pouvoir vendre ses créations. Ainsi, ce sculpteur céramiste, Roselyne Védrine, auteur des œuvres présentes sur les affiches de cette exposition locale, a pu accroître ses ventes de manière conséquente. Ce sont mes céramiques qui ont illustré l'affiche du marché des peintres, donc ça a attiré évidemment beaucoup de gens. J'ai fait plusieurs ventes, dont des grosses pièces, donc je suis absolument ravie. Pour cette première édition, seuls 5 sculpteurs étaient présents au milieu d'une cinquantaine d'artistes peintres. Vu le succès auprès du public, la prochaine manifestation, qui aura lieu le 1er juillet, devrait réunir beaucoup plus d'artistes sculpteurs. À noter pour les artistes peintres et sculpteurs désirant exposer lors du prochain marché qui se tiendra le dimanche 1er juillet, le dossier d'inscription est disponible sur le site internet de la ville www.mairie-rueil-malmaison.fr. On continue dans le Val d'Oise avec le retour sur la 9e édition du Salon de la BD d'Auvers-sur-Oise qui se déroulait ce week-end. Une quarantaine d'illustrateurs étaient présents à la Maison de Lille, dont Lucien Rollin, invité d'honneur. Parmi les dessinateurs, 3 jeunes talents étaient mis en avant. Notre journaliste Sandrine Cardon de VOTV les a rencontrés. Ils utilisent des techniques différentes, abordent des sujets variés comme le chamanisme ou la guerre, mais ils ont un point commun, le talent. Ces jeunes illustrateurs ont été conviés au salon de la BD d'Auvers-sur-Oise, au milieu d'une trentaine de dessinateurs professionnels, dont Lucien Rollin, invité d'honneur de cette 9e édition. Une occasion unique pour ces passionnés d'échanger. C'est stressant et en même temps aussi encourageant, pour montrer son travail dans un cadre vraiment professionnel aussi. Rencontrer des gens du milieu, mais aussi des gens qui sont plutôt des amoureux de la BD ou même juste d'univers graphique et pouvoir leur parler un peu de son travail, faire découvrir son univers, sa petite bulle en fait, faire rentrer les gens là-dedans, quoi. À quelques stands de Cécilia, Coco, fonctionnaire hospitalière qui dessine depuis toute petite, présente son travail sur la Seconde Guerre mondiale. Un projet personnel sur l'histoire de son père qui a rejoint la Royal Air Force en 1943 pour bombarder l'Allemagne. Il se trouve que j'ai retrouvé ses écrits et mon projet de BD, c'est 3 histoires qui ont son fond commun, des missions de mon père. Et un peu, c'est aussi ma vision quand j'étais jeune, je le voyais en tant que héros. Et après, la 3e histoire vient s'insérer, c'est moi qui mûris et qui vois les choses autrement. Au total, 3 jeunes talents ont présenté leurs travaux lors du salon. Si leurs stands sont moins remplis que ceux des auteurs connus avec éditeurs, leur présence leur offre une visibilité qui peut se révéler fructueuse. Ça peut être une bonne opportunité pour tant discuter avec d'autres illustrateurs que pourquoi pas après rencontrer un scénariste sur un salon ou pour des futures collaborations. Et un grand nom que ces jeunes talents aimeraient bien imiter, c'est Jean Giraud, dit Moebius. Décédé il y a quelques semaines, le festival lui a rendu hommage à travers une grande illustration accrochée à l'entrée. On se dirige en Seine-et-Marne à la découverte de l'ancienne tannerie de Lagny-sur-Marne, qui abrite depuis plusieurs années des artisans d'art. Du 30 mars au 1er avril, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, ce lieu était ouvert au public. Cécile Claveau de Canal Coquelicot 77 a visité pour vous l'atelier d'un artiste peintre et d'un photographe. Regardez. Derrière ces grands murs, difficile d'imaginer que se cachent des ateliers d'artistes. Sur la façade, un seul indice. Dans la cour, quelques vestiges rappellent qu'ici, il n'y a pas si longtemps, ce sont des ouvriers qui travaillaient. Depuis, les occupants ont bien changé. Construite dans les années 1920, la tannerie de Lagny-sur-Marne est restée en activité jusque dans les années 2000. Dans cette entreprise, on traitait des peaux de bêtes pour en faire du cuir. Maintenant, le travail, toujours manuel, y est plus créatif. Un photographe, des peintres, des sculpteurs et des artisans occupent désormais les lieux. Jean-François Bardinon, qui est le propriétaire des lieux, souhaitait ardemment que, à la suite de la fermeture de l'usine et puis le départ des ouvriers, que ces bâtiments revivent.
Bon, le contexte économique ne faisait que l'on ne pouvait pas remettre des ouvriers pour une nouvelle implantation de tannerie, et donc il a eu l'idée de consacrer cet ensemble de bâtiments à l'art et à l'artisanat. L'usine s'est donc peu à peu transformée en un village d'artistes. Un village qui compte une trentaine d'occupants avec chacun ses spécialités. Nicolas Martin est l'un d'eux. Son truc à lui, c'est la peinture. Depuis son installation à la tannerie il y a 3 ans, il s'est lancé dans une série de tableaux dans lesquels il met en scène son pantalon. Une création à laquelle il peut entièrement se consacrer dans son atelier sans se sentir isolé. On est toute une collectivité d'artistes en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas, moi, dans mon ancien atelier, où c'était en fait des anciennes serres qui ont été un peu réhabilitées, mais surtout pour des mécaniciens, des gens qui stockaient, des brocanteurs. Donc on était un peu isolés, on était un peu les 2 seuls artistes. Pouvoir travailler au milieu d'autres artistes, c'est aussi ce qu'apprécie Gilles Magnin. Ancien photographe de presse, il réalise actuellement des photos artistiques. Lui, ce qui l'intéressait à la tannerie, c'était d'avoir son propre labo pour tirer ses photos. Mais avec le temps, ce qu'il trouve aussi ici, c'est l'inspiration. Et elle vient bien souvent à l'extérieur, dans la convivialité. Ce qui est formidable, c'est qu'il suffit qu'on se retrouve dans la cour, qui est l'espace commun qu'on partage ensemble, autour d'un verre, on discute, et puis tiens, il y en a un qui a une idée, donc du coup, on essaie de se la réapproprier, donc on se nourrit quelque part des idées, des réflexions des uns et des autres. Des discussions, il y en aura sans doute encore plein ce week-end, mais cette fois avec le public. À l'occasion des Journées des métiers d'art, ces artistes ouvrent leurs ateliers aux visiteurs. On retourne dans le Val d'Oise pour visiter un autre lieu, le musée Arkea à Louvre. Ce musée présente le résultat des fouilles menées ces 30 dernières années dans les villes proches de l'aéroport de Roissy. C'est toute une histoire enfouie qui remonte à la surface à mesure que le visiteur parcourt les 3 niveaux de ce bâtiment moderne de 1300 mètres carrés. Philippe Pémal de VOTV nous emmène sur les lieux. Cet étrange vaisseau, implanté en plein cœur de la ville de Louvre, est en fait un musée. Situé à quelques kilomètres au nord de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Arkea est inauguré en 2010. Ce musée regroupe le produit des fouilles archéologiques entreprises depuis 30 ans sur l'est du département du Val d'Oise. C'est Cécile, la directrice d'Arkea, qui nous présente la vocation du musée. Ce musée renferme les collections archéologiques issues de toutes les communes de la communauté de communes Roissy-Port-de-France, donc des objets de la vie quotidienne, de la préhistoire jusqu'au XVIIIe siècle, des objets aussi plus spectaculaires, beaucoup plus rares, notamment des objets, des bijoux, des éléments de parure découverts dans des tombes mérovingiennes, une girouette provenant d'un château détruit à la fin de la guerre de 100 ans, le château d'Orville. Donc des objets finalement assez variés qui permettent de témoigner de toute la vie quotidienne des habitants du pays de France, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. L'intérêt de l'exposition et du musée, c'est on travaille sur on a vraiment fait attention à se focaliser sur un public qui est un public familial, qui est un public qui est novice en matière d'archéologie, et que donc on développe différentes solutions muséographiques, voilà, des audiovisuels, des interactifs, des petites manipulations, des maquettes, des illustrations qui permettent de mieux comprendre les objets, de remettre tout ça en contexte d'utilisation et de rendre le propos accessible à tout le monde. En complément des expositions permanentes et temporaires, de nombreuses animations et ateliers pratiques sont présentés toute l'année aux adultes et aux enfants. Aujourd'hui, c'est un atelier cuisine autour d'un dessert du Moyen-Âge. Tout le monde a bien piqué sa pâte. Alors c'est quoi ce gâteau? C'est une dariole à la crème qu'on prépare. Donc on fait d'abord chauffer la pâte. D'abord, voilà, on va faire chauffer la pâte et ensuite on va la garnir avec une crème qu'on va préparer tout de suite dans quelques minutes. Donc c'est un plat médiéval. C'est une recette médiévale qui est tirée du platine en François qui date de 1505, donc juste tout à la fin du Moyen-Âge. Voilà, un petit livre de cuisine qui a été écrit en vieux français et qu'on a décrypté tout à l'heure. Hop! En attendant que les darioles cuisent, la visite continue. Là en fait
Je cherche des ustensiles des périodes d'avant qui sont pas pareils que maintenant en fait. D'accord. Qui sont pas électroniques, tout ça. D'accord, tu trouves? Pour l'instant, j'ai rien trouvé. En fait, le jeu, c'est de trouver... Il y a des objets, il faut les retrouver comment est-ce que c'était en céramique avant. Donc moi, là, je cherchais le beurre et j'ai trouvé ça, c'était un sino. Un sino. Et on mettait le beurre dedans. Tu trouves ça intéressant ce que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, c'était bien. À l'époque des Gaulois, on avait aussi des petites passoires comme celle-ci qui servaient aussi à conserver la faisselle, à fabriquer la faisselle. D'accord? Exactement comme la petite passoire que vous trouvez dans votre supermarché maintenant. D'accord? C'était la même. Cette interactivité entre le passé et le présent se retrouve aussi dans le projet d'Arkea, car ce n'est pas qu'un musée. C'est aussi la mise en valeur des objets retrouvés sur 3 sites de fouilles à proximité, la nécropole mérovingienne autour de la tour Saint-Rieul en face du musée, le patrimoine céramique de la vallée de Lisieux, ainsi que le site du château d'Orville. Alors là, vous avez devant vous l'illustration qui permet de restituer l'état d'origine du château d'Orville, qui se trouve en bordure de Louvre, à proximité de la Francilienne. On voit les vestiges du château depuis la Francilienne. Ce château, aujourd'hui, c'est donc un site archéologique, puisque le château a été détruit. Le site est fouillé depuis 2001. L'équipe de fouilles, par ses recherches successives, permet de mettre au jour les vestiges d'origine du château. L'ensemble des blocs effondrés du château ont été relevés, ce qui permet de restituer l'aspect que pouvait avoir le château à l'origine et du coup de proposer cette illustration. Ce qui est assez amusant à apprendre sur le château d'Orville, c'est que c'est un château qui appartenait à un seigneur donc, local, qui a été investi par des troupes anglaises, et le château a véritablement été détruit en 1438 par les troupes françaises qui voulaient éviter que les Anglais puissent avoir à nouveau la mainmise sur ce site. En effet, c'était un lieu qui était très stratégique par rapport à sa position très proche de Paris en fait. Ça y est, les darioles sont cuites, c'est l'heure de les sortir du four. Les darioles sont cuites et donc on va pouvoir les déguster. Moi j'aime pas la consistance, c'est le goût. Donc c'est ce qu'ils mangeaient au Moyen-Âge? Oui. Non. Enfin, à part la pâte. Vous, ils mangeaient un flan. Celui-là, C'est trop bon. Alors C'est très très bon. Avec ses bornes vidéo, ses reconstitutions, ses objets à manipuler et ses maquettes, Arkea propose une nouvelle approche plus pédagogique de l'archéologie, le tout dans un remarquable écrin ouvert sur le passé et ses trésors. Rendez-vous dans les Yvelines, à Clé-sous-Bois, avec la comédienne Julie Galibert. Après ses débuts dans le théâtre d'improvisation, ses exploits en beatbox et ses talents quotidiens d'animatrice télé sur la chaîne Canal J, Julie nous présente son premier one-woman show intitulé « C'est arrivé près de chez elle ». Elle y invite le public à passer une journée dans la cour de son immeuble, où se succèdent des personnages drôles ou touchants. C'est un sujet de Johanna Soudry et Élodie Moine de TV-Fil 78. C'est au Clé-sous-Bois que Julie Galibert a choisi de présenter son premier One Woman Show. Cette ville, elle la connaît bien puisque pendant de nombreuses années, elle y a donné des cours de théâtre d'improvisation. C'est un petit peu un retour aux sources. Alors ça fait quoi le retour aux sources? Bah c'est chouette, c'est chouette. Je suis contente. Et puis de pouvoir jouer toute seule ici, peut-être je vais avoir beaucoup d'émotions. Il y a 12 ans, la comédienne découvrait les planches, une passion qui ne l'a jamais quittée. Je voulais faire du théâtre, mais je ne voulais pas apprendre de texte. Et puis j'ai découvert l'impro. Et ça m'allait très bien. Et puis j'ai vu des spectacles. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et puis j'ai essayé, j'ai pas arrêté. Quand je monte sur scène en impro, j'aime beaucoup incarner les personnages, quoi. Et pas être moi et parler. Je suis plus clownesque. Ces personnages, Julie Galibert les interprète dans son premier spectacle. Elle invite le public à passer une journée dans la cour de son immeuble où se succéderont les portraits, drôles ou touchants. Il y a des personnages peut-être un peu plus posés, plus poétiques,
Voilà, on n'a pas cherché du rire toutes les 30 secondes. On n'est pas dans cette dynamique-là, quoi. Et parmi ses favoris, Mamie Whisky. Ah, ça, pour bouffer des pizzas, il y a du monde, hein, mais quand il s'agit de faire mes courses, il n'y a plus personne, hein. Elle va me servir toute seule. Et Tréfine la contorsionniste. Aujourd'hui, la comédienne qui a notamment fait ses armes à trappe au sein de la compagnie Déclic Théâtre partage son temps entre théâtre et télévision. Depuis 2 ans sur la chaîne Canal J, elle anime quotidiennement une émission jeunesse. Mais si Julie Galibert devait choisir entre la scène et les caméras, elle n'hésiterait pas une seconde. La scène. Sans hésiter. Ouais. Après ces 2 dates aux Clés-sous-Bois déjà complètes, la comédienne partira en province avec son spectacle avant de revenir en région parisienne. Première idée de sortie dans l'Essonne, à l'espace d'art contemporain Camille Lambert, à Juvisy-sur-Orge, où a lieu l'exposition 3 en 1, la sculpture, jusqu'au 14 avril. 3 artistes sculpteurs réunis dans ce lieu, Samuel Aligan, Jérémy Berton et Pierre-Alexandre Rémy, avec une même question, celle du volume. C'est un reportage de Keltoum Bessadok de Téléson. 3 en 1, la sculpture, c'est un parcours exposition qui associe 3 lieux, qui sont la Maison d'art contemporain Chaillot à Fresnes, le Générateur à Gentilly et l'espace d'art Camille Lambert à Juvisy. 3 artistes par lieu, 3 lieux, 9 artistes au total. L'espace d'art propose 3 jeunes artistes qui sont Jérémy Berton, Samuel Aligan et Pierre-Alexandre Rémy. Le choix de l'espace d'art était vraiment sur un choix de sculpture très coloré, dans un esprit assez pop, des choses assez ludiques, un peu amusantes. Dans cette exposition, j'ai 3 pièces. Celle qu'on voit derrière moi, qui est un peu la pièce majeure, elle s'intitule Orbite aléatoire. C'est une sculpture de grande taille. D'une manière générale, je fais que de la sculpture, que du volume. Et voilà, elle se présente sous la forme d'une espèce de gros cerceau enflammé. Elle a quelque chose un petit peu, je dirais une pièce de cirque. Enfin, il y a quelque chose un peu fanfaron dans la pièce. D'autre part, il y a une sorte de bonhomme de neige, ma version du bonhomme de neige. De l'autre côté, il y a une pièce en aluminium, qui est de la tôle pliée, qui représente une sorte d'éclair, à la fois mi-éclair, mi-signe, mi-pictogramme, mais en même temps une sorte de figure allongée, quoi. J'ai 4 pièces différentes. J'ai les souples qui sont derrière vous, un fond qui est plus ancien mais qui est sur un socle, et 2 séries de pièces murales, les sablonneux et les nœuds qui sont juste derrière. Voilà. Ce qui peut les relier, c'est qu'elles sont toutes faites à partir d'un matériau plastique et que dans leur conception, il y a toujours cette idée de faire ressurgir quelque chose qui ne se voit pas. D'une manière générale, je travaille avec beaucoup d'humour et je vais puiser aussi dans le vocabulaire de la BD, dans le graphisme contemporain et un petit peu piocher partout les images. Mon travail consiste à expérimenter des matériaux et à trouver à partir de cette expérimentation un niveau de figuration. Ça veut dire une forme qui, pour moi, est suffisamment ouverte pour qu'on projette des choses. On a vraiment travaillé chacun de notre côté en réalisant nos pièces et c'est au moment de l'accrochage qu'il y a un vrai travail. L'idée, c'est de faire fonctionner la chose exposition, l'ensemble de l'exposition comme un tout, et qu'on n'est pas dans un rapport d'harmonie, au contraire, on est plus dans des jeux de dissonance. J'aimerais qu'elle suscite des formes d'interrogation auprès du public et qu'elle, une sorte de mystère avec une dose d'humour à l'intérieur de ça. Mes sculptures sont avant tout des choses, sont des objets un peu hybrides, sont des objets qui ont des qualités de matériaux, de formes. D'une manière générale, pour moi, elles appellent un peu à une sorte de narration sans suite, sans histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est un peu au spectateur de se la raconter.
On attend que les gens viennent découvrir des œuvres amusantes, ludiques et qu'ils y trouvent un plaisir dans la visite. Une deuxième idée de sortie, toujours en Essonne, avec l'exposition Tandis que sous le pont, qui se tient à la Maison de banlieue et de l'architecture à Athis-Mons jusqu'au 11 juillet. Du pont médiéval à plusieurs arches de pierre, à l'ouvrage monumental en béton, les ponts en disent long sur l'histoire du département. Keltoum Bessadok de Télé-Essonne nous présente cette exposition. C'est une exposition qui est née en fait d'un ouvrage particulier qui est le pont des Belles Fontaines à Juvisy-sur-Orge, qui est un ouvrage remarquable du XVIIIe siècle. L'idée, c'était plutôt d'avoir une évocation en fait, de cette histoire de la construction, puisque c'est quand même un ouvrage technique, le pont, et du développement des territoires de banlieue via les transports notamment. On n'a plus beaucoup en Essonne maintenant de ponts très anciens. On a des ponts de la fin du Moyen-Âge en gros, notamment un à Boussy-Saint-Antoine, des ponts du 18e, des ponts du 19e avec l'arrivée de nouveaux matériaux, une nouvelle technique de construction, que ce soit l'acier, un petit peu plus tard au XXe siècle, le béton armé et le béton armé précontraint. Voilà, on y trouve aussi des viaducs, puisque c'est un type d'ouvrage d'art très particulier qui marche énormément les paysages et qui a beaucoup accompagné le développement du chemin de fer évidemment, et un ouvrage très particulier également qui est l'aqueduc des eaux de la Vanne, puisque nous avons un aqueduc en Essonne, enfin qui traverse une partie de l'Essonne de manière assez étonnante, mais qui est pour la plus grande partie chez nous souterrain. Toutes les expositions ici, nous les concevons pour qu'elles soient vraiment abordables par le tout public. Donc on a même si on y pose des questions qui nous semblent importantes, d'actualité et qui peuvent être assez complexes, on essaye vraiment, avec les images et le texte, d'être vers quelque chose qui ouvre, pose des questions et qui permettent au tout public d'aborder ces thèmes. On travaille également beaucoup avec des scolaires, des enfants. On accueille à partir du CE2 dans l'exposition et pour l'instant ça se passe très bien. On a beaucoup de gens qui nous disent mais j'avais pas imaginé qu'il y avait autant de choses à dire sur les ponts, j'avais pas imaginé que ça pouvait raconter autant de choses et j'avais pas pensé non plus que ça pouvait être intéressant d'aller en dessous. Voilà, et donc notre satisfaction, c'est de voir que ça éveille la curiosité des gens par rapport à ces ouvrages et que du coup ils ont envie d'aller les voir en vrai sur le terrain. Ça, c'est très satisfaisant. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Télif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et nous, on se retrouve la semaine prochaine.